Salut à tous! Peu d'arcs narratifs de comics ont autant déplu aux critiques que One More Day, ou Un jour de plus, chez Spider-Man. Mais que raconte cet arc? Et surtout, pourquoi divise-t-il autant? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour quelques annonces concernant la chaîne. Nous sommes en 2007. Depuis 1987, soit tout pile 20 ans, Peter Parker et Mary Jane sont mariés. Et depuis tout ce temps, Marvel cherche un moyen d'annuler ce mariage afin de revenir à un Spider-Man plus jeune et proche de celui des débuts, et ainsi permettre au lecteur de mieux s'identifier au personnage. L'essai a déjà été fait lors de la saga des clones dans les années 90, où Ben Reilly, clone du tisseur, est ramené à la vie dans le but de remplacer un Peter devenu trop vieux et reprendre des histoires, disons, plus classiques. Idée, géniale. Concept, très cool. Résultat, caca. Les auteurs n'arrivant pas à se décider, la saga dure 2 ans, ce qui est beaucoup, mais alors beaucoup trop long, et devient l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande catastrophe de l'univers de Spider-Man. Mais revenons à nos moutons. Lorsque le crossover Civil War se termine dans l'univers Marvel, les auteurs ont laissé Spider-Man dans un état critique. Son identité a été révélée, il est un criminel recherché, mais surtout, Tante May est grièvement blessée par un tireur du Caïd qui souhaite se venger du tisseur. Ah oui, pour ceux qui ne le connaîtraient que par ses adaptations télévisuelles, le Caïd est un ennemi de Spidey à la base, qui n'a migré chez Daredevil et a pris l'ampleur qu'on lui connaît qu'en 1989. Mais je digresse. Joe Quesada, rédacteur en chef de Marvel à l'époque, trouve qu'il s'agit là du moment parfait pour faire un immense changement chez Spider-Man. Le moyen pour sauver Tante May pourrait être celui d'enfin effacer ce mariage si encombrant pour la maison d'édition. Et il est temps de réellement commencer cette vidéo. Alors que sa tante meurt à petit feu dans un lit d'hôpital, inconsciente, Peter décide évidemment de rester à ses côtés jusqu'à son départ, afin de pouvoir pleurer celle qui lui a servi de mère et... Ah non, il décide d'aller rendre visite à Tony Stark, son tout nouvel ennemi juré qu'il a trahi pendant la guerre civile. Bonne idée, Peter! Après une bagarre des plus cool qui mérite très clairement une adaptation, notre araignée sympa du quartier raquette le millionnaire pour que Jarvis donne de l'argent à l'hôpital pour supporter les frais d'hospitalisation de May. Mais ça ne va pas suffire à la sauver, juste à lui offrir une belle mort. Donc Spider-Man va voir son bon ami Doctor Strange parce qu'il a vu le trailer de No Way Home et lui demande s'il peut faire en sorte que ça ne se soit jamais passé. A la place, le sorcier suprême utilise un sort pour le faire apparaître devant toutes les personnes qu'il connaît afin de leur demander de l'aide. Que fait Fatalis ici? Après avoir tenté de jouer à Marty McFly fantôme, Peter se fait engueuler par Strange et, désespéré, prend une pause triste sur le palier du Sanctus Sanctorum, sous la pluie parce que... L'effet dramatique. Parce que pleurer, c'est fantastique. Soudain, il décide de suivre un oiseau, ce qui est tout à fait normal pour un homme qui cherche à sauver sa vieille tante de la mort, et tombe sur une petite fille inconnue qui ne se comporte pas, mais alors pas du tout comme une petite fille, et lorsqu'elle s'en va, il décide de la suivre, ce qui est un comportement tout à fait acceptable pour un super-héros apparemment, sauf que quand elle disparaît, il parle à un gros inconnu sur un banc, ce qui est tout à fait normal pour un homme qui cherche à sauver sa vieille tante de... Ai-je mentionné que cette scène est un poil répétitive? Bref, il monte ensuite dans la voiture de... vieux Tony Stark, je crois, et lorsqu'il est censé rejoindre la petite fille, on se rend compte que tout ce qu'on pensait vrai, et aussi vachement bizarre, était faux. Les deux hommes étaient des versions parallèles de Peter, où il ne s'est pas fait mordre par une araignée radioactive. Une où il est devenu milliardaire, et l'autre où il est devenu un gros développeur de jeux vidéo, ce qui n'est pas du tout cliché. Et ils étaient envoyés par Mephisto et... Ah oui, il faut que je vous présente Mephisto alors. C'est plus ou moins le diable de l'univers Marvel, sauf qu'en fait c'est plus genre le roi des démons. Mais je digresse. Graisse! Mephisto est là pour lui proposer un pacte maléfique. Il sauve Tante May en échange du mariage de Mary Jane et Peter. Ça doit faire une bonne déco sur la cheminée d'un démon, un mariage. Après une longue nuit de délibération, ils finissent par accepter, et Joe Quesada est enfin exaucé. Peter redevient un étudiant un peu banal, pas marié, vivant chez sa tante May. Tout le monde a oublié son identité, révélée durant la Civil War, et son couple avec MJ est brisé, et pour eux, tout semble normal, car ils ont tout oublié. La vie est un éternel recommencement. Bon, déjà, commençons par ce qui est évident, cet arc a reçu un accueil critique catastrophique. Mais les critiques sont-elles méritées?
La question a beau paraître cliché, ou ressembler à la problématique d'une dissertation, elle doit réellement être posée lorsqu'on parle d'un jour de plus. Et ce, pour une raison très simple. Ce comics change complètement l'univers de Spider-Man. Il modifie à jamais les 20 ans d'histoire de mariage entre MJ et Peter, et évidemment, cela modifie toutes les histoires et personnages que ce mariage a impacté. C'est un immense retcon qui ne fait pas plaisir à tout le monde. Sauf que c'est là qu'on touche le problème des critiques de cet arc. Toutes parlent des conséquences de l'histoire racontée, mais aucune ne s'intéresse vraiment au scénario. Parce que oui, les conséquences d'un jour de plus sont absolument désastreuses. Retcon un personnage comme ça, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, ça impacte complètement le développement des personnages sur des décennies. Donc oui, cet arc, c'était une mauvaise idée, et c'est une sorte de tâche indélébile dans l'univers de Spider-Man. Sauf qu'un comics ne devrait pas être jugé sur ce qu'il apporte à un lore ou à un univers vieux de déjà 80 ans. Flashback. Et en août 1962, dans Amazing Fantasy numéro 15, Spider-Man fait son apparition. End of flashback. Sinon les auteurs n'auraient absolument aucune liberté. Alors oui, je comprends les gens qui râlent en disant que cet arc n'aurait jamais dû exister. Les gars, contactez Mephisto et vendez-lui votre mariage, il effacera tout. Mais ces gens ont raté le plus important. L'arc n'est pas vraiment mauvais. Déjà, au niveau du scénario, je me suis beaucoup moqué, mais on a une construction parfaitement cohérente et finalement assez proche d'un épisode de Daredevil faisant face à ses démons. Mais c'est surtout sur le personnage de Peter Parker que j'aimerais m'attarder ici. La plupart des gens diront que la décision de sacrifier son mariage au profit de Tante May ne fonctionne pas, parce que jamais Peter Parker n'aurait fait ça. Mais pour moi, c'est tout le contraire. La motivation principale de Spider-Man, on le sait, c'est la fameuse phrase « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Mais en réalité, c'est plus profond que ça. Posez-vous la question, qu'est-ce qui motive Spidey à être un héros ? La réponse est bien plus simple qu'il n'y paraît, c'est la culpabilité. L'erreur d'avoir laissé échapper l'homme qui a tué son oncle hante Peter depuis la fin du premier comics dans Amazing Fantasy XV, et elle est à l'origine de beaucoup de ses décisions. C'est toujours la culpabilité qui pousse Peter à redevenir l'araignée sympa du quartier, même lorsqu'il décide d'abandonner. C'est l'agression d'un homme lui rappelant son oncle Ben qui le pousse à reprendre le costume dans Spider-Man No More. C'est le dialogue avec oncle Ben dans sa tête qui le fait revenir dans Spider-Man 2. Peu importe à quel point être Spider-Man empoisonne la vie de Peter Parker, jamais il n'arrêtera, parce que jamais il ne sera capable d'oublier comment il a laissé tomber son oncle cette nuit tragique. Et au centre de cette relation Peter, culpabilité, Spider-Man, on a la Tante May. May Parker est une vieille femme qui, bien qu'elle soit capable de défoncer la gueule du caméléon, a des problèmes de santé, qui sont une grande source d'inquiétude pour Peter. Et on touche là à un point important, Peter ferait n'importe quoi pour sauver Tante May, simplement parce qu'il ne veut pas que ce qui est arrivé à l'oncle Ben se reproduise. Il refuse d'affronter le Dr Octopus quand il compte se fiancer à May, parce que découvrir que son neveu est Spider-Man pourrait lui coûter la vie. Il refuse d'appeler la police quand Venom menace Mary Jane, parce qu'il ne veut pas qu'elle découvre son secret. Et la décision de Peter dans One More Day suit à la fois son grand dicton et sa culpabilité. Il a la responsabilité de sauver Tante May et va chercher tous les pouvoirs nécessaires pour le faire. Coucou Fatalis! Alors certes, la Tante May ne serait probablement pas d'accord avec la décision de Peter, elle qui était prête à disparaître de sa vie pour que son mariage fonctionne. Mais comprenez bien que Peter ne pense pas à ce que sa tante dirait. Il est dans un état de détresse et d'urgence extrême, et pas une seconde il ne se pose pour réfléchir, parce que pour lui, sa Tante May meurt par sa faute. Et plus jamais il ne veut revivre ça. C'est pour ça qu'il accepte la proposition de Mephisto, parce que Tante May est probablement tout ce qu'il pensait réellement avoir, tout ce qu'il ne pensait jamais perdre. Et après tant de pertes, il ne peut pas voir mourir celle qui s'est toujours occupée de lui. C'est l'interprétation de Joe Quesada, et c'est la mienne aussi. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais vous ne pouvez pas dire que cet arc est une erreur et que les scénaristes ont eu tort. Et ce pour une raison très simple en narration, l'auteur fait ce qu'il veut. On a tous des œuvres qu'on adore et d'autres qu'on aime moins, mais on aura beau les critiquer comme on le voudra, on ne pourra pas changer ce qu'ils sont. Les auteurs décident, et les auteurs ont toujours raison, même lorsque vous pensez qu'ils font une erreur. Les auteurs interprètent les personnages comme ils le souhaitent, et ce n'est pas à nous de dire s'ils ont tort ou pas. La critique, c'est subjectif. Mais alors quoi, on accepte un monde où on ne peut rien critiquer? Bien sûr que non. Mais ce que je vous demande, c'est de commencer à juger les œuvres non pas sur ce qu'elles apportent à un tout, à une saga, à un personnage, mais sur ce qu'elles sont en elles-mêmes. Les histoires existent d'elles-mêmes en dehors de ce qui est raconté ailleurs.
C'est pour ça que les comics et les films ne se passent pas dans le même univers. C'est pour ça qu'on a eu le droit à 3 versions filmées de Spider-Man. Et pour un jour de plus, cet arc vaut le coup que vous le lisiez et que vous vous fassiez votre propre avis en dehors de ce contexte. Bon, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, quelques petites annonces à faire. Vous avez déjà dû le remarquer, mais je fais des changements sur la chaîne. Premièrement, vous aurez remarqué le nom, mais on a aussi un léger changement au niveau de l'esthétique. Merci à Ariel pour la miniature de cette vidéo d'ailleurs, elle est vraiment magnifique. Je vais également un peu modifier la structure de la chaîne, qui était un peu fourre-tout jusque-là, donc je vais essayer de rendre tout ça un poil plus structuré, avec des rubriques par exemple. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, et laisser votre avis, même négatif, en commentaire, c'est toujours utile. Salut à tous, ciao!